Pour assurer cette conférence, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Boucher. Alors, je le remercie doublement puisqu'il est papa depuis hier et qu'il est quand même présent. Et qu'il vient à titre gracieux, je le précise aussi. Donc, vraiment, merci Stéphane. Alors, Stéphane a plus de 12 ans d'expérience dans les métiers du web et de l'e-commerce. Il est aujourd'hui CEO de l'agence Stratnet et son métier consiste à mettre en place des stratégies d'acquisition, de conversion et de rétention au service du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc voilà, bonjour à tous. Effectivement, je suis papa en fait depuis dimanche 22h50, donc je n'étais vraiment pas sûr de pouvoir venir aujourd'hui. Comme j'ai une équipe formidable, ils ont déjà pu assurer le boulot pour moi hier, mais étant donné qu'ils sont sortis de réunion hier à 22h, en ayant commencé à 8h du matin, je me suis dit que j'allais pas les faire bosser en plus aujourd'hui comme des fous. Donc je suis venu aujourd'hui déjà pour vous rencontrer et pour vous parler d'email marketing en 2012, les stratégies et les tactiques performantes. Je m'excuse d'avance si le cours est un peu mou. J'ai préparé la présa hier, j'ai terminé à 1h du matin. Donc voilà, je vais quand même essayer de vous emmener assez loin à ce niveau-là. Alors, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, moi je suis de l'agence Stratnet. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on maîtrise l'acquisition. C'est comment on va faire venir quelqu'un sur un site web. Alors ça peut être du référencement, du SEO, du link building, du social media, etc. C'est très bien de faire venir les gens sur un site web, c'est magnifique. On peut augmenter le trafic de 1000, de 2000, de 3000, de 100 000 visiteurs. Mais quelque part, ça ne change rien si on n'a pas la conversion. Et la conversion, c'est quoi? C'est une fois qu'on a fait venir les gens sur le site web, désolé, il faut les convertir. Il faut pouvoir générer des leads pour l'entreprise qui ne vend peut-être pas en ligne, et pour l'entreprise qui vend en ligne, tout simplement, il faut la faire vendre en ligne. Et donc là, il y a aussi toute une série d'actions qu'on peut mettre en place. Et enfin, il y a la rétention. Et la rétention, c'est tout ce qui est, on va faire du testing, du test AB, du test multivariate. On va mesurer les performances du site web et des consommateurs avec Web Analytics. Et on va faire surtout de l'email marketing. À l'heure actuelle, l'email marketing, c'est vraiment un outil de rétention. Donc, qui je suis? Je crois qu'on en a déjà assez parlé. Hein. J'ai fait plein de trucs depuis à peu près 12 ans. Dans la version non officielle, je suis jeune papa, forcément. J'ai 2 filles. J'adore le vin chilien. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de vin chilien dans la salle. Je suis un fan du Mexique. Et alors, on a une valeur que j'ai moi, mais qui est également chez Stratnet, c'est qu'on pense en fait que les gens sont toujours beaucoup plus importants que la technologie, que les outils, que le marketing au sein d'une société. Et ça se reflète en fait dans tous nos services. Alors, pour commencer aujourd'hui, je crois qu'on a 1 heure, mais j'ai énormément de slides, donc on va essayer de tracer. La première question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est d'après vous, vous qui êtes dans l'entreprise, est-ce que vous pensez que l'email est encore un outil marketing efficace? Allez, qui me dit que c'est efficace? Allez, là, on participe, je sais bien que vous êtes beaucoup. C'est quoi efficace? Efficace, ouais. Non, c'est quoi pour vous efficace? Qui marche, qui fonctionne, qui génère du chiffre, qui amène de nouveaux clients, qui augmente la notoriété, etc. Ouais. Et qui me dit non, franchement, c'est plus efficace, ça marche plus, c'est une technique dépassée qui date de l'ancien temps. Ouais, c'est à peu près moitié-moitié. Hein. Alors, écoutez, la première chose, c'est, regardez, ça c'est un compte classique Gmail daté du 20 janvier 2011. On affiche 50 messages, le filtre anti-spam est activé, et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a déjà énormément d'informations. Si je reprends ce même compte email et que je vire un petit peu tout ce qui est superflu, tout ce qui ne m'intéresse pas, tout ce que je ne vais pas lire, ou sans plus, voilà. Il me reste approximativement 10 messages qui sont valables dans l'ensemble. Donc, dès lors, quand on voit ça et qu'on se dit, OK, mais même avec un filtre anti-spam, il n'y a plus que 10 messages sur 50 qui sont potentiellement ou même réellement intéressants,
Est-ce que, à votre avis, ça vaut le coup de se lancer dans l'email marketing? Hein? Moyen, hein, bof. Hein. Et pourtant, si on regarde ça, il y a 65% des dirigeants d'entreprise qui, en 2011, ont planifié de réinvestir dans l'email marketing. Donc, quelque part, c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Le seul problème, c'est que l'email marketing fonctionne réellement très bien, peut générer du chiffre d'affaires, peut générer de la notoriété, mais pour ça, il faut d'une part une stratégie et il ne faut plus agir comme on le faisait auparavant. Donc là, je vais passer, mais simplement pour vous dire que ça marche. L'email marketing et la rentabilité, ça marche effectivement très, 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 très bien. Ici, on a un exemple de rentabilité d'une campagne. CA généré par les campagnes, à peu près 5 000 €. Coût des campagnes, 1 000 €. Bon, ben, si on regarde ici la division, on a un retour sur investissement de 4 € pour 1 € dépensé. Et ça, c'est absolument rien. 4 € pour 1 € dépensé, c'est rien. On a des clients comme Eurocenter, comme les Cuisines Ego, comme Continent Insolite, etc., qui font beaucoup plus au niveau email marketing et qui génèrent beaucoup plus de chiffre d'affaires, par exemple en période de solde. Ce qu'il faut juste savoir, et c'est là la grosse différence, c'est qu'on ne se sert pas de l'email marketing comme mode d'acquisition. Je veux toucher de nouveaux clients. Cédric, tu as su garer ma caisse? Nickel, merci. Donc, on ne s'en sert pas comme mode d'acquisition pour avoir de nouveaux clients, on s'en sert comme mode de rétention, comme outil pour communiquer avec des cibles qui sont déjà existantes. Alors, l'email marketing en 2012, ben, comme je viens d'en parler, c'est bien plus que d'envoyer des emails par le biais du web. Si on regarde un petit peu qu'est-ce que ça peut apporter, ben, ça peut justement apporter une loyauté, une rétention également du consommateur ou une plus grande fidélisation. Ça peut servir également à générer de la notoriété au niveau de l'entreprise. Ça peut servir également à générer une relation en one-to-one avec le consommateur. Ça peut bien effectivement augmenter les revenus, amener des nouveaux consommateurs. Là, je suis quand même partagé, tout dépend un petit peu de la stratégie qu'on va suivre, et ça peut permettre effectivement de générer des leads, donc des prospects qualifiés pour l'entreprise. Voilà, l'email est devenu un outil stratégique au service de la rétention du client de l'entreprise, et c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Alors, il y a juste, voilà, ça c'est un truc sur lequel je voulais insister avec vous. À l'heure actuelle, ce qu'on a toujours fait dans le marketing web, on a toujours poussé de l'information. On a toujours essayé d'interrompre le consommateur. Or, maintenant, quelque part, le marketing web, il a changé. Maintenant, on ne peut plus se contenter, en tout cas, de pousser le consommateur. Il faut commencer à l'attirer. Il faut qu'il devienne fan de votre produit, de votre marque, de votre page Facebook. Et il faut commencer à engager une conversation ou même une relation avec le consommateur. Alors, la première chose à faire, vous allez regarder un petit peu ce graphique et vous allez me dire où est-ce que vous vous situez. Ou en tout cas, vous allez vous poser la question. En 2003-2006, qu'est-ce qu'on faisait? On avait une base de données, peut-être pas qualifiée, base de données qu'on avait peut-être achetée, base de données qu'on avait peut-être aspirée sur certains forums. Pas de segmentation, pas de personnalisation. On met tout dans un programme email. On appuie sur le bouton envoi et boum, on envoie. Qui fait encore ça à l'heure actuelle? Allez, n'ayez pas peur, levez la main. Voilà. Il y a encore pas mal d'entreprises qui font ça à l'heure actuelle. Ensuite, on a un petit peu évolué et maintenant on est arrivé en fait juste ici au one-to-one marketing. Et le one-to-one marketing, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait au niveau email marketing. C'est-à-dire que maintenant, si demain vous êtes dans ma base de données et que je vous envoie un email à chacun d'entre vous, chaque personne ici dans la salle va avoir un email qui sera totalement différent. Un email qui sera personnalisé, bien évidemment, en fonction de votre nom et de votre prénom. Un email qui sera personnalisé en fonction de votre situation géographique. Un email qui sera personnalisé par rapport à ce que vous auriez déjà acheté chez moi ou à ce que vous auriez déjà acheté chez un client, donc en fonction de votre historique d'achat, mais également un email qui sera personnalisé en fonction de votre comportement. Je vous ai envoyé combien de campagnes? Vous avez réagi à combien de campagnes? Quand vous avez cliqué sur le lien, vous avez été sur le site web,
vous avez été voir quoi? Vous avez été voir quel bouquin? Si je vends des livres, par exemple. Et en fonction de ça, je vais carrément en fait dresser des profils par rapport à qui vous êtes, par rapport en fait à chaque consommateur. Et chaque consommateur pourra avoir quelque chose de totalement différent. Et là, on est vraiment en fait dans du one-to-one marketing. Alors, il faut en fait repenser carrément toute la manière de toucher le client. Là, vous avez le degré de maturité de l'email marketing, donc je vous inviterai après à consulter les slides. Bon, ben, degré de maturité numéro 1, initial, je prie et j'appuie sur le bouton, hein, hop, on envoie. Ensuite, le manager, ben là, c'est accroître la pertinence. Orienté, on a déjà commencé à segmenter, en tout cas un petit peu l'email. Et on arrive au numéro 5, la pertinence optimisée, c'est le plus haut niveau. Là, il faudra bien regarder. À chaque fois, dans l'email marketing, il y a aussi 5 stades, objectifs et évaluation. Ben, posez-vous la question, quand j'envoie en fait une campagne email, est-ce que j'ai des objectifs réels derrière? Ou est-ce que c'est juste, j'envoie ça pour informer ou j'envoie ça pour vendre? Est-ce que vous avez des objectifs de, par exemple, OK, je veux une plus grande participation de l'abonné, ou je veux savoir ce qui se passe au-delà du clic, j'envoie combien de mails et quelque part, je génère combien de conversions et combien de chiffre d'affaires. Ensuite, on a la stratégie de contact. Est-ce que dans votre entreprise, vous avez une réelle stratégie de captation des données de l'internaute? Est-ce que vous avez juste la newsletter sur le site web? Est-ce que vous avez la newsletter qui est intégrée sur votre page Facebook, par exemple? Est-ce que vous avez des livres blancs à télécharger, des produits, des démos, des évaluations? Tout pour finalement conserver l'adresse email de l'internaute. Segmentation et ciblage. Jusqu'où vous pouvez segmenter votre base de données. Et là, quelque part, c'est tout le profiling client. Email marketing, intégration et gouvernance. Est-ce que vous traquez? Qui traque ces campagnes ici dans la salle? Voilà. Il va falloir traquer beaucoup plus. Hein, Et ensuite, testing et apprentissage. Ben là, en fait, c'est une phase qui est essentielle. C'est de dire, par exemple, si moi je vous envoie un email à tout le monde, je vais varier en fait mes emails. Je vais varier le design, je vais varier le contenu, je vais varier les call to action et je vais voir un petit peu quel est le meilleur score chez chacun d'entre vous. Ensuite, je vais prendre le meilleur email et ce meilleur email, ben, finalement, je vais le réenvoyer à tout le monde. Tout simplement parce que j'aurai une conversion qui sera beaucoup plus forte. Donc voilà, voilà. Alors, les principaux freins au succès, ben, il y a la qualité de la base de données. Hein, ça, c'est essentiel. Il faut vraiment une base de données qui soit de qualité et qui soit renouvelée, on le verra un peu plus tard. Le manque de stratégie, le manque de segmentation, le manque de formation, peu de contenu pertinent. Et alors, un point essentiel, c'est pas de tracking et pas de KPI, donc pas d'indicateur de performance. On va voir tout à l'heure que non seulement on peut mesurer avec Google Analytics, mais on peut également mesurer ce qu'on appelle l'engagement, donc l'engagement des cibles vis-à-vis de votre site web, vis-à-vis de vos emails également. Alors, l'email marketing en 2012, notion, stratégie, tactique. Mais là, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ont changé également. Je bois juste un petit coup parce que je crève de soif. Ah. C'est bloqué. J'appuie sur un fil. Oui. Ah voilà. OK. Donc, en 2012, au niveau email marketing, ben, c'est plus seulement envoyer une campagne mail, et ça je crois que vous l'avez compris. C'est quoi l'email marketing en 2012? Ben, tout d'abord, c'est générer des leads qualifiés. Tout le monde sait ce que c'est, des leads? Donc des leads, en fait, ce sont des prospects, c'est des informations sur les prospects, mais ce sont des informations qui sont qualifiées. Donc c'est-à-dire que je ne veux pas seulement me contenter de savoir que c'est Monsieur Jean Trucmuche qui habite à tel endroit, mais je veux être sûr que Monsieur Trucmuche est réellement intéressé par mes produits, qu'il est vraiment susceptible d'acheter. Il a demandé un devis, il a peut-être téléchargé un livre blanc, il veut peut-être tout simplement une demande de prix, etc.
C'est de capturer le visiteur ou des informations concernant, c'est de convertir le visiteur, et la conversion est la clé. C'est la clé qui va garantir en fait une rentabilité. Vous pouvez envoyer des campagnes d'email, si vous ne mesurez pas la conversion, mais quelque part, vous ne savez jamais si c'est rentable ou pas. Vous ne savez pas, voilà, vous savez pas si c'est rentable. De plus, je vais prendre un autre exemple. On a un client à l'heure actuelle qui vend des vérandas. On a mis en place un processus de lead generation. Eh ben, ce client-là a énormément de demandes, d'une part de devis, ça je crois que c'est énorme, on arrive à peu près à 100 demandes de devis par mois au lieu de 4, c'est terrible, mais il y a peut-être 200 à 300 demandes de devis par mois pour juste du prix. Juste savoir un prix, ça coûte combien une véranda? Et ce qu'il faut capter, c'est que l'internaute, en fait, quand il demande un prix, il n'est pas dans le même processus que quand il demande un devis. Et donc, quelque part, quand il demande un prix, il y a tout un circuit, finalement, dans lequel on doit pouvoir le mettre pour pouvoir ensuite l'amener au devis. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Tout ça, en fait, se fait de manière automatisée au niveau email marketing. Alors, il s'agit en fait d'engagement marketing, il s'agit d'une relation suivie et personnalisée avec des prospects, il s'agit de lead nurturing, on va en parler juste après, il s'agit de déclencher des triggers, on va en parler juste après, ça fait partie également de l'email marketing, évaluer la performance des actions et évaluer le cycle de vie de relation avec chaque prospect. Alors, le lead nurturing, c'est quoi? Mais globalement, c'est maintenir ou renforcer une relation avec des prospects. Pourquoi faire? Pour les amener à maturité jusqu'à ce qu'ils achètent. Vous et moi, quand on est sur Internet, qu'un produit nous tente, on n'est pas toujours sûr de l'acheter. Je vais prendre un exemple. Qui a eu envie de partir en vacances ces 15 derniers jours? Hein, voilà, et globalement, il fait moins 15 dehors. On pense tous à une chose, c'est on irait bien au soleil. Qui, parmi vous, a justement été consulter des sites web de vacances, genre Jeter, Neckerman, etc. Voilà. Ouais, on est quand même pas mal. Et qui, parmi vous, après, s'est dit, au bout d'une semaine, ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, c'est pas le moment, j'ai trop de boulot, j'ai pas mes congés, etc. Et voilà, hop, on est tous dans le processus. Mais là, globalement, ce qu'aurait dû faire le site web à ce moment-là, c'était vous convertir et vous capter pour de la conversion, pour vous nourrir, c'est le processus de lead nurturing, pour vous nourrir avec de l'information jusqu'à vous amener en fait à maturité par rapport à votre voyage, jusqu'à ce que vous achetiez en fait. Et donc, voilà, à l'heure actuelle, voilà, très peu le font. Avant, au niveau, le lead nurturing n'existait pas encore, en tout cas cette notion. Qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait une campagne, c'est le reach, on touchait les gens, mais comme cette campagne n'était pas différenciée, qu'il n'y a absolument rien, au niveau intérêt, boum, on tombait totalement. Et on perdait énormément de consommateurs. Et on perdait énormément de clients. À l'heure actuelle, on envoie toujours des campagnes. Le seul truc, c'est qu'on va capter en tout cas l'intérêt de l'internaute. Si l'internaute n'est pas prêt à acheter, attendez, c'est logique, hein, et c'est totalement normal, c'est un processus logique, on n'achète pas tout de suite, il y a un cycle de vie, il y a un processus de décision au niveau du client, mais quelque part, il faut pouvoir le mettre dans une routine, on va appeler ça une routine, dans laquelle on va continuer en fait à le nourrir avec de l'information. Voici par exemple un client dans le domaine du voyage. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Google, il a froid, il est en Belgique, il fait moins 15, et il va rechercher voyage au Mexique. Et là, il va tomber sur un site web, par exemple Neckerman, hop, il va consulter le voyage au Mexique, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on fait tous, il va rêver. Il va se dire, ouais, c'est génial, je repartirai bien, il fait chaud, il y a 30 degrés sur place du côté de Playa del Carmen, par exemple, plein soleil, etc. Et après, il va faire ce que je viens de vous dire. Ah non, j'ai froid, je me sens pas bien, j'ai pas les congés, j'ai pas l'argent, c'est pour plus tard, etc. Et à J plus 30 jours, son voyage, il est totalement oublié. Le mec, il dit, hop, plus rien. À J plus 60 jours, bah, de nouveau, il y a un petit problème. Qu'est-ce que va refaire notre internaute? Il est parti pour rêver. Il va rechercher encore dans Google, sauf que quand il va rechercher dans Google, hey, pas de bol, il y a le site web du concurrent, Jeter par exemple, Thomas Cook, ou whatever, ou TUI Travel, etc., qui va se placer dans les premiers résultats.
Et là, notre internaute va peut-être aller sur cet autre site web, va se dire, ouais, tiens, c'est sympa, maintenant on est à plus 90 jours, à plus 3 mois, j'ai plus le temps, j'ai mes congés payés, il va préparer son voyage, et boum, il va acheter, risque au niveau concurrence. Vous allez voir où je vais en venir, hein, au niveau email marketing. Le seul truc, c'est que si mon internaute, dès le départ, j'arrive à le convertir, donc je fais une conversion sur le site web Neckermann, et que je lui dis, tu veux partir au Mexique, ça t'intéresse réellement, écoute, abonne-toi à la liste Mexique et reçois chaque mois, peut-être pas des promotions, mais reçois chaque mois de l'information sur le Mexique, les voyages au Mexique, les circuits au Mexique, les gens qui sont partis au Mexique, les expériences que les gens ont vécues au Mexique, les meilleurs restos, les meilleurs bons plans, etc. Et c'est totalement gratuit. À votre avis, dans la salle, est-ce que vous le feriez ou pas? Ouais, il y en a pas mal qui le feraient, c'est totalement gratuit. Boum, vous recevez de l'information, et en fait, regardez bien ce processus au niveau email. Qu'est-ce qu'on fait? Tous les mois, on contacte les gens qui sont passionnés par le Mexique via mail en leur renvoyant de l'information, donc ils sont vraiment, réellement intéressés, et qu'est-ce qu'on fait? On entretient leur rêve. On entretient leur rêve de partir au Mexique, de partir en voyage, etc., etc. À votre avis, au bout de 3 mois, est-ce que l'internaute recherchera encore sur Internet après un voyage ou il ira directement chez Neckermann? Il ira directement chez Neckermann parce qu'il a continué à rêver tous les mois. Tous les mois, il a été voir sa femme, il lui a dit « Oh, t'as vu, c'est magnifique, c'est génial, t'as vu les photos, etc. » Et il a propagé son rêve également ici au niveau de sa femme. Voilà, expérience vécue hein, en même temps. Donc voilà. Alors, le truc à savoir avec le cycle optimisé, c'est que, regardez, on raccourcit également le temps au niveau d'achat. C'est-à-dire que là, on a un cycle normal, totalement logique, on est carrément à du J plus 120 jours ici au niveau du voyage, tandis que quand on est dans un cycle optimisé, on raccourcit ça à peu près 70-80 jours. Et donc, quelque part, si vous raccourcissez le cycle d'achat de l'internaute, forcément, c'est beaucoup plus rentable. Alors, dans les nouvelles notions au niveau email marketing, il y a ce qu'on appelle le trigger marketing. Trigger marketing, c'est quoi? C'est globalement, je vais avoir tellement d'informations sur vous, je vais savoir par exemple que vous êtes maman, que votre date de naissance c'est telle date, que vous avez peut-être telle ou telle passé ou telle commande, etc. Ce que je vais faire en fait au niveau trigger marketing, c'est que sur base des données dont je dispose, je vais déclencher en tout cas des emails automatiques qui vous seront adressés. Vous êtes maman, c'est la fête des mères, hop, email automatique. Votre anniversaire tombe le 5 février 2012, non, ça c'est la date de naissance de ma fille. Votre anniversaire tombe le 5 février 1970, par exemple, boum, je vous envoie un email, bon anniversaire. Et quelque part, je n'ai absolument rien à faire à ce niveau-là. C'est totalement automatisé. Et donc, au plus on a de données à ce niveau-là, autant pour une commande en ligne, une date de naissance, ou même un panier abandonné, mais quelque part, au plus on peut automatiser la relation qu'on a avec les différents internautes. Alors, autre question par rapport justement au trigger marketing. À votre avis, pourquoi envoyer un email automatique de validation lorsque quelqu'un fait une souscription à la newsletter? Donc, par exemple, vous avez une newsletter, ou vous êtes déjà abonné à un service en ligne. Dès que vous vous abonnez, on vous envoie un email et on vous dit, pour confirmer votre inscription, veuillez cliquer sur le lien. À votre avis, pourquoi on le fait? Ouais, c'est exactement ça en fait. En faisant ça, quand vous recevez ça en fait dans votre boîte mail, mais globalement, votre lecteur mail, que ce soit Gmail, Yahoo, Hotmail ou même Outlook, va comprendre que vous avez cliqué sur le lien et donc quelque part que ce n'est pas du spam parce que vous validez en tout cas cette information. Si dans l'email vous demandez également, c'est valable dans certains lecteurs, à afficher les images, mais la plupart en tout cas des autres mails qui arriveront afficheront également toujours les images. Et donc ça c'est super intéressant à savoir. Si demain vous rentrez dans une stratégie de captation des adresses email de l'internaute, automatiquement envoyez-lui toujours une demande de confirmation avec un lien sur lequel il pourra cliquer. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, quand il aura cliqué,
le lecteur mail comprendra automatiquement, OK, il y a une participation de l'utilisateur, il a cliqué, donc ce n'est pas du spam. Contact, c'est une base de données axée sur le permission marketing. Il faut pouvoir utiliser en tout cas tous les moyens possibles de captation, en tout cas de données de l'internaute. Donc aussi bien offline que online, aussi bien des enquêtes en ligne, des formulaires de contact, de la e-newsletter, du média social, etc., etc. On va voir différents trucs ici juste après. Voici un exemple au niveau sign-up, action et contact. On a eu le site web Marketing on the Beach avant. OK, stratégie de captation de l'internaute, il n'y a rien. Et quand je vous dis rien, c'est rien. Il y a juste un petit contact juste ici. Après, on a eu le site web Marketing on the Beach. OK, on met le contact en avant. Regardez, on a les médias sociaux qui sont juste ici, qui eux-mêmes servent à capter du contact. Et on a la petite newsletter qui se trouve juste ici. OK, pas mal. On a pu augmenter de cette manière. Allez, on va dire que là, je crois qu'on est passé à peu près à une vingtaine d'inscrits, en tout cas par semaine, sur le site Marketing on the Beach. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est toujours maximisation du contact et du sign-up, mais je dirais que quelque part, il y a une offre et une proposition, et ça c'est essentiel, qui est réellement intéressante. Livre blanc à télécharger. Vous voulez télécharger un livre blanc? Laissez votre adresse email. Newsletter de Marketing on the Beach. Boum, bien au-dessus, bien au top. Tribu du web, les métiers du web, tout ça bien au-dessus, bien au top. Si on regarde également juste ici, téléchargement gratuit, guide social commerce. Vous devez laisser également votre adresse email. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On capte au maximum l'adresse email de l'internaute pour pouvoir ensuite lui amener une information pertinente et une information segmentée. Ça, je vais passer simplement pour vous montrer que ça doit être above the fold. Donc, la newsletter doit bien être mise en évidence. Si on parle de newsletter, vous avez un flux RSS sur votre site web. Profitez-en également pour justement insérer tout ce qui peut être captation de l'internaute, offre spéciale, promotion, qui vont permettre par la suite de convertir beaucoup plus. Capturer, 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 et capturer de l'information concernant l'internaute. C'est-à-dire, c'est bien de lui demander son adresse email, c'est bien de lui demander son nom, son prénom, son numéro de téléphone, etc. Ensuite, vous devez essayer de capter le plus possible d'informations sur ce dernier, via un sondage, via un autre formulaire, etc. Le seul truc, c'est que, bien effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout de suite. Si demain, vous me présentez un formulaire pareil, je ne vais même pas rester 15 secondes sur votre page. Je pars tout de suite. Par contre, si vous me demandez un minimum d'informations et qu'on apprend à se connaître et qu'ensuite vous me demandez d'autres informations et que vous me dites « Ah ben tiens, si tu veux participer à un concours, boum !» et vous me demandez encore plus d'informations, je vais finir par vous en donner petit à petit. Et donc voilà, on va pouvoir segmenter juste après. Capturer, capturer. Alors, qui a déjà fait des sondages en ligne avec son site web? Voilà. Pareil pour les autres. Connaître son client à l'heure actuelle, je crois que ça n'a jamais été en même temps aussi compliqué dans la vie réelle et aussi facile au niveau web. C'est-à-dire qu'on peut avoir des données vraiment très précises sur l'internaute et des outils, par exemple ici comme SurveyMonkey, vont vous permettre d'en savoir beaucoup plus. C'est toujours super intéressant à faire, simplement pour avoir un feedback par rapport à vos produits, par rapport à vos services, par rapport à la qualité que vous délivrez, par rapport aux problèmes que les clients pourraient rencontrer. Et c'est le genre de choses que des clients adorent. Pourquoi? Parce que ça veut dire, tu es mon client, mais je te prends en compte, ton avis est très important pour notre entreprise, et donc quelque part, boum, on voudrait en savoir plus. Et le client remplit volontiers ce genre d'études. Et ce genre d'étude peut être exploitable par la suite. Si on parle d'une étude sur la satisfaction client et vous obtenez 98% de satisfaction client, croyez bien que c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser après comme argument marketing. L'intégration de Facebook et des autres médias sociaux pour augmenter les bases de données. Regardez ici, hop, on a une newsletter juste en dessous. Le concours, qui a déjà fait des concours sur Facebook? Oui, pas beaucoup. Voilà. Et alors, la synchronisation avec les médias sociaux. À l'heure actuelle, il y a toute une série d'outils
qui peuvent vous permettre de synchroniser vos pages Facebook, vos comptes LinkedIn, etc., pour capter justement des données de l'internaute. Je veux dire, quelqu'un a un iPhone? Qui a un iPhone dans la salle? Et qui a un outil de synchronisation iPhone de ses contacts avec LinkedIn, Facebook, etc. Et voilà. Donc voilà. Et là, vous captez des données, vous captez de la data. Ça permet d'augmenter la base de données. Le deuxième step, ici en 2012, pour vous à faire absolument, c'est mesurer. Alors, mesurer au minimum avec Google Analytics. Qui a Google Analytics sur son site web? Bon. Et qui traque ses campagnes avec Google Analytics? C'est déjà beaucoup moins. Alors ça, vous devez absolument le faire. C'est super simple, c'est super facile. Regardez, je vous ai mis un lien juste en dessous. Il y a Google Analytics URL Builder, dans lequel vous entrez en fait en 3 steps toutes les informations sur vos campagnes. Une fois qu'elles sont lancées, il suffit en fait de taguer vos liens. C'est vraiment tout simple en fait. Hop, et automatiquement, on va pouvoir en fait mesurer votre campagne. Donc ça, c'est vraiment à faire. Au moins, vous savez exactement, j'ai envoyé autant de mails, il y a autant de mails qui ont été cliqués, et vous avez des données précises. Si vous vendez en ligne et vous envoyez une campagne, vous pouvez même faire, j'ai envoyé autant de mails, ça a généré autant de chiffre d'affaires. Donc ça, vraiment important. Alors, dans la mesure, il y a un autre point qui est essentiel. Ce n'est pas seulement le fait de traquer le taux de clic, le taux d'ouverture, quel lien a été cliqué, etc. Ça, c'est vraiment du basique de chez basique. Ce qu'il faut vraiment maintenant pouvoir traquer, c'est l'engagement de vos cibles par rapport à vos mailings, mais également par rapport à votre entreprise. Moi, ce qui m'intéresse quand j'envoie une campagne, c'est de savoir sur 6 mois ou sur 1 an, quel est le pourcentage de personnes qui ont ouvert, qui ont lu, qui ont acheté? Quel est le pourcentage de personnes qui n'a jamais ouvert? Quel est le pourcentage de personnes qui n'a jamais ouvert et qui n'a jamais lu? Tout ça, en fait, sont des données qui m'intéressent énormément. Tout simplement, pourquoi? En fait, parce qu'en mesurant l'engagement des cibles par rapport à mes emails, par rapport à mon entreprise, par rapport à mes produits, par rapport à mes services, globalement, derrière, je vais pouvoir dresser, en tout cas, des stratégies qui sont adaptées, en tout cas, à chaque segment. Vous savez bien que le consommateur, quelque part, il peut très bien acheter chez vous pendant 6 mois, et demain, time, c'est fini, vous ne le voyez plus. Hein. Et vous allez peut-être plus le voir pendant 6 mois, voire peut-être plus jamais. Il y en a qui sont en décrochage total. Donc, si on prend ici des campagnes sur Wixmen, regardez, j'ai tous ceux qui n'ont jamais ouvert un email, j'ai ceux qui ont ouvert des emails, ceux qui ont ouvert et qui ont cliqué, et ceux qui ont ouvert, qui ont cliqué, qui ont acheté. C'est vraiment le triangle que vous avez ici, en 2, 3, 4, boum. Ceux-là sont engagés vis-à-vis de mon entreprise, vis-à-vis de mon offre, vis-à-vis de mes produits, vis-à-vis de mes services. Donc ceux-là, c'est vraiment nickel. Là, au niveau stratégie, je dois juste continuer en fait mon effort. En 5 et en 6, au niveau semaine, regardez, là, j'ai des clients qui sont semi-engagés. Il y en a qui ont ouvert, il y en a qui ont lu, il y en a qui ont cliqué, il y en a qui n'ont pas ouvert, mais j'en ai qui n'ont absolument pas acheté dans les 5, ici, et 6 semaines. Là, je dois avoir une stratégie de contact derrière et de contenu vis-à-vis de ces cibles pour leur dire, OK, il faut que je fasse quelque chose, que je modifie mon offre, que je modifie mon produit, que je fasse peut-être des réductions, que j'offre plus d'informations, etc. Et semaine 7 et 8, là, j'ai uniquement des clients qui n'ont jamais des emails. Et ceux-là, en fait, se désengagent totalement. Ça veut dire qu'ils reçoivent en tout cas l'information, mais qu'ils ne vont pas la chercher plus loin. Ils ne vont pas l'ouvrir, ça ne les intéresse plus. Si ça ne les intéresse plus, là j'ai un vrai problème, et donc là je dois vraiment effectivement changer un petit peu mon fusil d'épaule. Et vous me prévenez par rapport au temps qu'il est, parce que moi je ne sais absolument pas. Je peux vous causer jusqu'à 14 heures, moi. Donc, bon, ça va alors, on a encore un peu le temps. Troisième chose, troisième type, c'est segmenter. Vous avez une stratégie de contact, vous savez comment capter l'information, vous avez de l'information client, vous savez la mesurer,
Maintenant, il faut pouvoir segmenter l'information. Alors, segmenter l'information, c'est quoi? Alors, il y a en phase 1 tout ce que vous avez demandé, en tout cas, dans le profil de l'internaute, donc l'adresse email, profil sociodémographique, peut-être les préférences. En phase 2, on peut aller beaucoup plus loin. On peut faire du tracking quasiment permanent, et donc on peut faire de la segmentation permanente. C'est-à-dire le taux d'ouverture et le taux de fréquence, le taux de clic, les centres d'intérêt, la conversion, ce qu'il a acheté, ce qu'il n'a pas acheté. En gros, quand on parle de segmentation, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a les variables sociodémographiques, hommes, femmes, lieu de résidence, situation familiale, âge, anniversaire, ça c'est déjà du basique. Ensuite, il y a les variables comportementales. Est-ce qu'il a ouvert le mail ou pas? Est-ce qu'il a cliqué ou pas? Est-ce qu'il a passé autant de temps sur tel site web ou est-ce qu'il a passé autant de temps sur tel produit? Combien a-t-il dépensé? Est-ce qu'il a failli acheter tel ou tel produit? Et les variables temporelles, date d'inscription, date d'ouverture, dernier clic, dernier achat. Donc, pour illustrer ça un petit peu, imaginez, je vous envoie une campagne mail. Déjà, je segmente simplement entre hommes, femmes, avec un contenu adapté, âge, avec un contenu adapté, lieu de résidence, le point de vente le plus proche de chez vous se trouve à telle adresse, et situation familiale, avec également un contenu ou des produits adaptés. Je peux réadapter en tout cas encore mon message par la suite, de manière quasiment automatique, ceux qui ont ouvert, qui ont cliqué, qui ont acheté. Qu'est-ce que je fais? Je leur envoie un email de confirmation, je leur dis merci. Une fois qu'ils ont reçu leur colis, je leur envoie un email simplement, toujours de manière automatique, pour leur dire est-ce que vous êtes content de votre achat, par exemple? Boum. Ceux qui ont ouvert, qui ont cliqué, mais qui n'ont pas acheté, je peux leur envoyer un email une fois de plus, de manière totalement automatique. Imaginons que je vende en ligne, pour leur dire vous avez failli acheter tel produit. Alors, je ne vais peut-être pas le dire comme ça non plus. Pourquoi ne l'avez-vous pas acheté? On peut la jouer autrement. Vous êtes resté pendant... non, on ne va pas dire ça non plus. Imaginez, vous êtes resté pendant 1 heure sur la page Mexique du site web Neckerman. Je vais vous envoyer en fait une promo Neckerman pour le Mexique, uniquement pour l'hôtel que vous avez vu, en tout cas sur le site web. Tout ça, je peux le faire maintenant de manière automatique. C'est ça les nouvelles donnes au niveau email marketing en 2012. Voilà, ça, c'est tous les critères ici de segmentation qu'on a imaginés, en tout cas, dans un programme pour un voyagiste qui n'est pas Neckerman, mais pour un autre voyagiste. Et je peux vous assurer que ça fonctionne terriblement bien. Tout simplement, pourquoi? Parce que chaque internaute reçoit une information qui lui est destinée. C'est pas tout le monde reçoit la même info sur le Mexique. C'est Monsieur Trucmuche qui habite Bruxelles, qui a 46 ans, qui a 3 enfants et qui a déjà dépensé 3 000 € l'année dernière pour partir en vacances, reçoit des informations sur plus les vacances familiales et une fois les vacances en couple, parce qu'il fait 2 types de voyages, et tout le reste ici au niveau également comportement. Donc en fait, on envoie du très ciblé. Alors, un autre point intéressant, c'est le 4e point, c'est le contenu du message. Quelque part, tout ce que je viens de dire, c'est magnifique et fantastique. Vous avez vu que l'email marketing en 2012 a fortement évolué. On parle de trigger, on parle de conversion, on parle de captation d'internautes, on parle de lead nurturing. Tout ça, c'est génial. Le seul truc, c'est que si derrière, on n'a pas un contenu qui est réellement pertinent pour l'internaute, ça ne marchera jamais. Mais absolument jamais. Donc le contenu, quelque part, est vraiment quelque chose de super, super, super important. Alors, il faut pouvoir être incitatif dans l'offre, effectivement, avec des call to action. Mais par rapport au contenu, parce que c'est bien d'en parler, j'aimerais juste vous poser une question. Quand vous recevez un email, même une newsletter, à laquelle vous avez demandé pour être abonné, si au bout de 3 fois d'ouverture de cette newsletter, vous dites « bon, c'est tout dit le même », qu'est-ce qui se passe la 4e fois? Vous l'ouvrez encore,
ou bien c'est spam direct. Globalement, ça illustre très bien l'importance du message. C'est qu'on n'a pas, à l'heure actuelle, au niveau email marketing, on n'a pas beaucoup de chances de garder l'internaute et de faire une bonne impression. Si au bout de 3 fois, l'internaute se dit « c'est toujours le même, ça ne m'intéresse plus », il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas d'intéressant, mais globalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va plus ouvrir. Tout simplement parce qu'il est noyé dans l'information, et tout simplement parce que peut-être qu'un concurrent envoie également des campagnes d'email ou de la newsletter ou de l'information, et ce concurrent arrive peut-être à intéresser beaucoup plus l'internaute que vous. Et donc le contenu, voilà pourquoi il est vraiment en fait essentiel. Alors, au niveau contenu, mais voilà, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que c'est le bon message à la bonne personne. Donc on réinsiste sur la personnalisation et la segmentation, et au bon moment. Hein. Il y a un cycle de vie du produit, il y a un cycle de vie du client, il y a un cycle d'achat, un cycle de décision. Ça ne sert à rien de me bombarder, si je prends Neckermann, hein, ça ne sert à rien de me bombarder non-stop avec du voyage tous les 15 jours, alors qu'ils savent très bien dans mon historique d'achat que globalement je pars en vacances quand? Au mois de mai, au mois de novembre et au mois de février. Ils savent très bien qu'au mois de mai, c'est le Mexique, qu'au mois de novembre, c'est le Mexique. Et alors, il y avait quoi l'autre date? Au mois de février, mais c'est pas le Mexique. C'est le seul truc que j'accorde en fait à ma femme par an. Voilà. Alors, un message pertinent pour chaque occasion. Mais voilà, bienvenue. Pour qui? Ben pour tout le monde. Quand? Au moment de l'inscription. Pourquoi? Ben une confirmation, une première impression et passer la barrière anti-spam. Si je suis dans un processus e-commerce, regardez également, il y a de l'abandon de panier. Quelqu'un a presque acheté un produit. Hop, quelques jours après le clic, boum, je peux essayer de le récupérer sur son produit. Je peux également confirmer l'achat. Très important de confirmer l'achat. Il n'y a rien de pire au niveau email. Vous avez déjà eu le coup, vous achetez un produit en ligne et hop, vous ne recevez rien. Je vais recevoir mon produit, il a bien été payé, il a bien été pris en compte. Boum, donc ça, super important. Et alors également de la récupération. Donc tous ceux qui n'ouvrent pas, qui ne cliquent pas, automatiquement, il faut essayer de les récupérer. Et là, il faut leur envoyer un email et il faut essayer de savoir pourquoi ces gens, justement, ne veulent plus vous lire, ne veulent plus vous cliquer. Donc nous, ce qu'on a déjà fait, en tout cas pour des campagnes pareilles, on a carrément en fait envoyé des emails à des clients en leur disant « Et quoi, si ça ne vous intéresse plus, il n'y a aucun problème. Nous non plus, ça ne nous intéresse plus quelque part de vous informer parce que vous ne lisez pas ce qu'on vous envoie. Donc merci de vous désinscrire avec un lien. » Et là, vous savez ce qui se passe? Il y a plus de 50% des gens qui ne lisent pas, qui voient ce message et qui disent « Eh mais non, hein, non, ça m'intéresse. J'ai juste que je n'ai pas eu le temps de lire ces dernières fois, mais je ne veux pas quitter la base de données. » Donc en fait, on a carrément retourné en fait la tendance. Et donc ces gens en fait sont revenus et maintenant deviennent des assidus. Alors, ce qu'on fait également au niveau email marketing maintenant, c'est qu'on scénarise et qu'on automatise les campagnes. Voilà, c'est là où je voulais en venir. On crée carrément des parcours de communication qui sont basés sur le comportement de l'internaute. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, envoie un message, il ouvre. Là, il y a 2 possibilités. Soit il ouvre et il clique, soit il ouvre et il ne clique pas. Rien qu'ici, il ne clique pas, je le surveille dans le temps au prochain message, boum, je lui envoie en fait un email de récupération. Imaginez par exemple ici pour Objectif.com, si je vous avais envoyé une campagne, boum, ici à tous, bon là vous avez tous ouvert, vous avez lu, vous avez cliqué, vous avez acheté, mais il y a toute une partie des gens qui ont ouvert, qui ont cliqué, qui n'ont pas acheté, ou tout simplement qui n'ont pas ouvert le mail. Je peux totalement prévoir dans mes campagnes mail de relance et mail de rappel. J-30 avant Objectif.com, J-15, J-10, et qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez toujours pas ouvert les 5 mails qu'on vous a envoyés, simplement pour provoquer l'ouverture. Une fois que c'est fait, je dois provoquer le clic, donc le message intéressant et pertinent. Ensuite, achète, n'achète pas, abandonne le panier. Achète, mail automatique, confirmation d'achat, et là je peux en profiter pour faire de l'upselling, cross-selling.
Vous avez acheté tel produit A, il y a les produits C, B, D, E, F qui correspondent à ce produit, qui sont complémentaires, chargeur, batterie, fleurs, etc. N'achète pas mail de post-clic, ou même abandonne le panier, un mail de rappel. Mais j'insiste là-dessus, en 2012, l'email marketing est personnalisé par rapport à chaque cible, et une bonne partie, mais pas tout bien effectivement, est carrément automatisé. Le but du jeu, c'est d'arriver à un dialogue one-to-one avec le client, donc c'est-à-dire avec chacun d'entre vous, tout simplement pour que vous ayez un niveau d'engagement beaucoup plus fort avec une entreprise, avec une marque, avec un produit, avec un service ou même avec un site web. Voilà. Alors, un exemple de message qui est segmenté. Voilà, regardez, maintenant, en fait, les messages, on est carrément comme ça, en tout cas, on a des modules qui sont dynamiques, avec des contenus qui sont dynamiques. On prépare tout le contenu bien à l'avance. Quand on appuie sur « Envoyer », on est capable de dire « Bonjour Pierre, voilà, voici votre dernière lettre d'information. Module géographique, le magasin, le point de vente le plus proche se trouve à tel endroit. » Le module géographique ici, il est là. Personnalisation des produits qu'on va envoyer sur base d'un historique d'achat ou sur base d'un comportement. Tout est dynamique et j'insiste sur ce point. Chacun parmi vous peut recevoir un email qui lui est totalement personnalisé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Un exemple pour EasyJet qui a augmenté le taux de réponse ici de 5%, tout simplement en personnalisant ses emails par rapport aux aéroports de départ, ce qui me semble en fait totalement logique. Ici, un autre exemple de segmentation qui est sur des top deals. Donc, par exemple, on a une TV, c'est le produit d'appel qu'on peut avoir sur tous les catalogues. Ensuite, on peut avoir toute une série de produits qui sont personnalisés par rapport à l'internaute. L'autre colonne peut être, en tout cas, les top deals. Et le dernier, ça peut être les bons de réduction. Un bon exemple pour vous montrer qu'on connaît ici beaucoup plus, c'est l'exemple d'IKEA qui a fait ça en 2009, donc il y a déjà 3 ans. Regardez qu'ici, au niveau personnalisation, ça reste quand même, enfin c'est déjà pas mal. Ils ont reçu un Key Award pour ça. Ils changent en fait la photo par rapport, est-ce qu'on s'adresse à une famille, à un couple, à des gens avec plus d'enfants ou pas, ou quelqu'un qui habite en appart ou dans une maison. On va mettre des produits qui sont segmentés par rapport à ce type de cible avec un prix qui est différent. Et regardez par exemple quand c'est une famille, hop, menu family ici pour la famille et d'autres produits juste ici. Donc c'est pas mal, ils ont reçu un Key Award en 2009. Maintenant, je vais vous dire, en 2012, dites-vous bien que chaque ligne que vous voyez dans cet email est totalement personnalisée par rapport aux données qu'on a de l'internaute. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais énormément sur le fait de capter les données par rapport à l'internaute. Alors, l'extrait d'un parcours de communication post-achat, mais c'est ce que fait Expedia. Donc ici, si je me souviens bien, c'est un mail upselling, cross-selling par rapport à un achat acheté sur la ville de Rome. Non, c'était sur Paris. Boum, juste après, on envoie à l'internaute toutes les informations utiles sur la ville de Paris. On lui rappelle les différents itinéraires et quand il est revenu, on lui réenvoie un sondage de satisfaction. Et donc, ça veut dire quoi, si vous regardez bien ça? Mais quelque part, Expedia vous accompagne partout et tout le temps. Vous avez réservé sur Expedia, boum, on vous envoie un email. On vous dit, ben voilà, confirmation de votre voyage avec telle information. Ensuite, on vous envoie des informations utiles avant votre voyage. On vous rappelle les itinéraires et toute une série de conseils utiles. Ça peut être des restaurants, etc. Et quand vous revenez après votre voyage, pour être sûr que vous n'avez pas oublié Expedia, hop, on vous renvoie un petit email avec sondage de satisfaction. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Comment ça s'est passé à l'hôtel, etc. Expedia est là et Expedia vous accompagne. Alors, le 6e point, c'est des campagnes adaptées au mobile. Donc, le mobile marketing ne cesse de grimper.
Qui lit ses emails à l'heure actuelle sur un iPad? Ouais, de plus en plus. Qui, le soir, plutôt que d'aller dans le bureau, prend son iPad pour aller voir le web? Ou bien son iPhone? Ou bien sa tablette PC? Ouais, ok, ben voilà, c'est tout le monde. Donc là également, j'ai dit quelque chose de comique? Pas madame. Non? Pas d'iPad? Non. Ah, une tablette PC? Oui, madame, oui, vous? Non. Il faut demander à Objectif.com, ils ont mis 3 tablettes PC en concours. Non, je rigole. Hein. Donc voilà. Ce qu'on remarque de plus en plus par rapport au mobile, hein, c'est que la lecture au niveau desktop, donc PC traditionnel et écran, elle diminue totalement. Et vous l'avez même peut-être pas remarqué, mais à l'heure actuelle, trouver un écran PC d'ordinateur, ça devient compliqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. J'ai essayé d'en trouver un il y a à peu près 15 jours. Impossible d'en trouver chez Carrefour, impossible d'en trouver chez Eurocenter, impossible d'en trouver chez Photohall. Donc ça a tendance à diminuer. On est beaucoup plus sur du portable, sur du mini-portable, également sur du tablette PC. Donc voilà, ça c'est de plus en plus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, les emails, on ne peut plus les envoyer comme avant. Il faut également qu'ils soient designés pour le mobile, donc pour pouvoir être lus sur un mobile, autant sur iPhone, Android, tablette PC, etc., hein, pour pouvoir être lu partout. Voilà, aussi sur tablette. Parce qu'un internaute qui n'est pas capable de le lire, mais forcément n'ira pas plus loin et il ne comprendra pas non plus le message. 2 minutes? On peut déborder? Non, on ne peut pas. Ici, on ne peut pas. Bon, zut. Alors, médias sociaux et email marketing. Bon, simplement pour vous dire, médias sociaux et email marketing sont totalement intégrés. Regardez tout simplement ici, j'ai simplement fait un screenshot des emails que je peux recevoir de LinkedIn, de Twitter et de Facebook. Si vous regardez les dates, j'en ai quasiment tous les jours. Et donc, quelque part, l'email marketing emploie les médias sociaux pour pouvoir également toucher l'internaute. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, email marketing et médias sociaux sont totalement intégrés et les forces sont combinées. Là, je ne vais pas entrer dans le détail vu qu'il ne nous reste que 2 minutes. Je vais plutôt vous montrer en tout cas des exemples. Voilà, vous avez une page Facebook, vous pouvez intégrer la newsletter effectivement directement au niveau de votre page Facebook. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, vous devez montrer également à l'internaute la valeur ajoutée qu'il a à recevoir votre newsletter. Si vous dites simplement newsletter sur Facebook, il ne va pas être intéressé. Hein. Si vous démontrez la valeur ajoutée de votre newsletter, automatiquement, il y aura beaucoup plus de chances d'avoir de la conversion à ce niveau-là. Vous envoyez une campagne mail, n'oubliez pas de mentionner justement tout ce qui est médias sociaux. Hein. Simplement pour récupérer l'internaute peut-être sur votre page Facebook, pour ensuite engager une relation avec ce dernier et capter beaucoup plus d'informations avec lui. Facebook, si vous avez une page Facebook, LinkedIn, si vous avez un profil d'entreprise sur LinkedIn, mais également sur Twitter. Alors, n'hésitez pas également à encourager en tout cas le social sharing. Hein. Vous avez une information pertinente à envoyer à vos clients, permettez-leur justement de partager cette information avec d'autres internautes. Des call to action, forcément hyper pertinents, très clairs par rapport à ce que vous pouvez offrir. Extra 25% off. Et alors un exemple de campagne intégrée, voilà, ça c'est par exemple Princess Cruises. On propose en fait à l'internaute de partager une information sur son voyage directement ici au niveau Facebook. Donc on l'envoie, hop, on lui dit que voilà, pour rentrer, partager son expérience, automatiquement, il doit faire un like et on lui dit qu'il va peut-être pouvoir gagner une croisière s'il fait un like. Il fait un like, boum. Juste après, il peut rentrer effectivement sur la page Facebook et au final, quelque part, on le renvoie sur le site web. Et donc, regardez bien que l'email marketing a servi de canal pour renvoyer d'abord l'internaute sur Facebook
qui est un espace beaucoup plus neutre, pour ensuite, au final, le réenvoyer sur le site web. Et donc, quelque part, ça, je crois que c'est important à prendre en compte, c'est que beaucoup d'internautes à l'heure actuelle passent plus par du média social, par des médias sociaux, pour pouvoir acheter un produit, acheter un service ou rentrer en relation avec une entreprise. Je vais vous donner un exemple. On a dans nos clients une toute petite cliente qui a un petit gîte du côté de Walcourt. La plupart de ces clients, à l'heure actuelle, c'est vraiment hallucinant, ne passent pas par le formulaire de contact pour demander si le gîte est disponible. Ils vont d'abord sur Facebook. Sur Facebook, ils rentrent en relation avec la propriétaire du gîte. Une fois que la relation est établie, ils sont beaucoup plus à l'aise sur le fait de réserver ou pas. Et il dit à l'heure actuelle, ben moi, mes clients, c'est à peu près 50% des gens qui passent par Facebook et non plus par le formulaire de contact. Donc vous voyez, quelque part, tout ça change. Est-ce que... c'est time, c'est fini, c'est off. Voilà. Désolé, j'ai pas eu le temps de tout voir. Je crois que les slides seront en ligne, à mon avis, sur SlideShare et également sur Objective.com. J'avais plein de cas et d'exemples à vous montrer, mais voilà, c'est des exemples de trigger marketing, événements, fête des mères, fête des pères, confirmation d'achat. Et donc voilà. J'espère que ça vous a plu, quand même. Merci.